Yes. Oh, tu disais que c'était simple, en vrai. Oui. Dans l'agronomie, et certainement pas derrière un bureau. C'est là où j'allais avec justement la J'irai discussion. au soleil. Et... Voilà, il y a un minima, bien entendu, à avoir. Oui. Des arrière-roues, arrière-ré. Le mot est peut-être fort, la poubelle des problématiques qu'il y a en Occident. Je veux dire, liées à l'énergie. Alors déjà, est-ce que je suis croyante? Oui. Je déteste ça. Ah ouais. Je vais vous révéler la petite histoire derrière Storytown. En fait, mes proches et mes amis le savent, je consomme énormément de podcasts depuis bientôt 2 ans. Et à force d'écouter les success stories des personnes basées à l'étranger, je me suis dit, pourquoi pas faire ça ici à Madagascar? Pourquoi pas mettre en avant les acteurs du changement qui font de Madagascar un endroit meilleur? Et du coup, c'est comme ça qu'on a lancé Storytown. Ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an. Et franchement déjà, merci à la communauté. Mais aujourd'hui, je ne pourrais faire cette vidéo sans aussi remercier notre premier partenaire. Merci Mvoul. Merci parce que grâce à vous, on va pouvoir continuer à créer du contenu de qualité et à mettre en avant l'histoire de personnes inspirantes et impactantes dans notre pays. Alors, vraiment, 1000 merci. Alors aujourd'hui, dans Storytown, on a le grand plaisir d'accueillir Joanne Raarnouz. Joanne, bonjour et bienvenue dans le podcast. Bonjour Axel. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter comme quand tu te présentes, quand tu rencontres quelqu'un dans la vie de tous les jours? Alors, dans la vie de tous les jours, oui, c'est pas compliqué, mais c'est vrai que ça dépend aussi de la personne qu'on a en face. Donc, comme bien dit, je suis Joanne Raarnouz, je suis fondatrice et dirigeante donc de la société TechNet Group, qui existe maintenant depuis 25 ans, et je suis également donc la présidente de la Chambre de commerce de l'industrie France-Madagascar et présidente de l'association APM, qui est l'association pour le progrès des managers. Et président de la commission PME entrepreneuriat au sein du GEM. Voilà. Yes. Oh, tu disais que c'était simple, en vrai. Pas mal de choses à dire. On va couvrir plusieurs aspects de ton parcours. Mais peut-être avant de parler du présent, j'aimerais revenir à la Joanne que tu étais à l'époque du bac, par exemple, où est-ce que à cette période-là, quand tu passes ton bac, tu as déjà une idée précise de ce que tu veux faire un peu plus tard? Alors, oui, c'est effectivement, tu reviens en arrière, ça me rappelle 92. En fait, si je reviens au niveau du bac, moi, le premier souvenir que j'ai, effectivement, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Il y avait pas mal de choses qui me traversaient l'esprit. Et déjà, le premier objectif dans ma tête à l'époque, c'était d'avoir mon bac. Pourquoi ? Parce que c'était une année particulière pour moi, dans le sens où je n'avais pas fait de terminale. Et j'avais décidé de passer mon bac en première. Et donc, c'était vraiment un vrai challenge dès le départ, en disant, voilà, il s'est passé un certain nombre de choses dans mon parcours scolaire qui m'a amené en fait à prendre cette décision. Et c'était déjà un challenge. Derrière, j'avais quelques idées plutôt orientées vers on va dire, des études dans l'agronomie. Je voulais être pédologue, et en fait, je me retrouve aujourd'hui à... Tu disais, tu voulais être pédologue. Ça fait quoi exactement? C'est l'étude des terres. Ah oui, voilà, ok. Donc j'avais... non, c'est pas podologue. Ok. En fait, j'avais l'idée dans ma tête en me disant, moi, quand je travaillerai, je vais être au grand air, je vais être dans la nature et certainement pas derrière un bureau. C'est pas forcément le cas aujourd'hui, comme quoi j'ai dû pas faire un 360, mais un 180 degrés. Voilà. D'accord. Ok. Justement, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas continué justement tes études en fait dans ce domaine-là?
Bah, tout simplement parce que je pense que ça fait partie un peu aussi de mon caractère. C'est que la fac où je voulais aller, j'avais pas été prise, qui était à peu près à une demi-heure de chez moi, et on m'a envoyée dans une fac qui était à 1h30 de chez moi. Donc j'ai dit no way, ça motive pas du tout. Et de là, en fait, je me suis complètement orientée sur un autre domaine qui était les sciences politiques. Et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas, parce que quand tu sors du bac, en fait, t'as pas forcément tout le background en termes de culture générale, et ça me paraissait extrêmement important de combler un peu cette lacune là. Et je me suis dit de toute façon ça sera pas perdu, je verrai bien après où est-ce que ça va me mener. Et puis c'est au fil du temps comme ça, je me dis tiens, après Sciences Po, il faut que je sais compter, donc ça c'est pas un problème, on va faire la finance et compta. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et jamais à un moment tu t'es dit t'aimerais on va dire mettre en pratique dans ton quotidien professionnel ce que tu as appris justement lors de tes études à l'école des hautes études et des hautes études politiques et sociales à l'époque? C'est pas un parcours qui t'a tenté à un moment de dire le monde de la vie publique Pas spécialement. Le côté culture générale, en fait, je dirais, c'est la manière de mieux cerner son environnement, de mieux le comprendre pour pouvoir, d'une certaine manière, prendre des décisions. Et là, aujourd'hui, ça fait vraiment partie des choses de mon fonctionnement au quotidien. Ok. Au début, tu souhaites étudier la Terre. Tu étudies la science politique. Ouais. Après, tu vas à côté tout ce qui est finance. Ouais. Une fois que tu as fini ça, c'est quoi la première expérience professionnelle que tu as c'est quoi ton premier job? Alors, moi, j'ai travaillé très tôt. C'est-à-dire que pendant que je faisais mes études, puisqu'il fallait le payer, j'ai tout de suite travaillé. Et en fait, j'ai démarré le boulot, je crois que c'était en 92 ou 93. Donc, c'est-à-dire juste après le bac. Ouais. Donc en fait j'allais au boulot tous les jours, et au départ j'avais des heures qui étaient plutôt sympas, je m'adaptais en fonction de mes cours, en fonction des cours à la fac, etc. Et puis je dirais quelques années, peut-être 3-4 ans, j'ai eu plus de responsabilités. Et en fait, concrètement, je faisais les 8 heures de boulot tous les jours comme n'importe quel Parisien. Ah ouais. Okay. Et en parallèle, j'allais à la fac. Donc j'avais des heures qui étaient interminables, à partir en cours le matin, dire à 9 heures, et aller au boulot à 14 heures jusqu'à 22 heures tous les jours. Et même le week-end parfois. Donc voilà, j'avais en fait un rythme extrêmement soutenu. Depuis on va dire assez jeune, quoi. J'imagine que ça doit forger le caractère quand même d'avoir ce rythme de vie là. Je pense on va dire, on apprend à avoir cet amour pour le travail, je pense quand même un petit peu. En fait, d'une certaine manière, je crois que c'était une nécessité, dans le sens où quand tu vis en France, où la vie n'est pas forcément facile là-bas. Je vivais avec ma mère, et je dirais ses revenus lui permettaient pas forcément non plus de me donner de l'argent de poche à chaque semaine, et si je voulais être indépendante ou autonome, pour moi il était nécessaire de me mettre au travail. Je faisais des petits boulots comme beaucoup d'étudiants le faisaient, en faisant du babysitting par exemple. Ça, j'avais commencé ça dès le début du lycée. Ok, voilà. ouais. Donc, c'était un peu, pour moi, c'était un peu, je dirais, une nécessité pour faire et acheter ce que j'ai envie, mes loisirs, etc. Enfin, pour moi, c'était important. Et puis, surtout, je pense ce qui a vraiment marqué le coup, c'était les premières fois où je venais à Madagascar en vacances. Pour moi, c'était juste une joie de venir ici, de retrouver la famille, de retrouver les amis, etc. Et en fait, là, pareil, tu te rends vite compte que si tu veux faire les choses comme toi, t'en as envie de faire, t'es un peu dépendant, on va dire, de ta mère, là, pour le coup. Et là, je me suis dit, non, si j'ai envie d'être indépendante et faire ce que j'ai envie de faire, me balader dans Mada,
et ben j'avais un premier objectif, c'était payer mon billet d'avion. Et donc très rapidement, je dirais c'est que ça a commencé comme ça. J'avais soit payé mon billet d'avion, soit tout mon argent de poche, c'est moi qui le gérais. Donc c'était bien ancré dans ma tête. Tu fais combien de temps dans le monde professionnel en France avant de revenir ici? J'ai fait 7 ans. 7 ans? Ok. 7 ans environ, ouais. Et comment ça se passe? C'est quoi le déclic, en fait, qui fait que tu reviens à Mada, et comment ça se passe, cette transition un petit peu Alors, la transition, pas facile. Ouais. Pas facile. Parce que c'est pas une décision anodine. Je dirais, la transition a vraiment commencé peut-être quand j'avais 23 ans. Je travaillais beaucoup. J'avais des heures, comme je t'ai dit, interminables. Et quand je voyais que voilà, mes amis passaient plutôt des super soirées, des week-ends, etc., et que moi j'étais au boulot, au bout d'un moment, je dis ouais, c'est un peu pas juste, quoi. Genre les amis m'appelaient ouais, on va sortir ce soir. Je dis non, je bosse demain. Ouais. Et le lendemain, c'était un peu le dimanche, donc c'était pas. Au bout d'un moment, c'était pas forcément fun. Et j'étais un peu fatiguée, je dirais. J'étais vraiment, à un moment donné, fatiguée. Et puis, voilà, quand t'as 23 ans, tu te dis, bon, je vais pas mener ma vie comme ça tout le temps en permanence. Et c'est vrai que je pouvais avoir très bien un plan de carrière, parce que j'avais évolué déjà dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et je me suis dit, bah non, il faut que j'arrête. Il faut que je me pose, il faut que je réfléchisse. Soit je change de boulot, soit je change de boulot et de ville, de boulot, de ville et de pays. Ouais. Voilà. et puis en fait, j'ai décidé de faire prendre la troisième option. Full package. Voilà, full package. Et donc il y a eu une première transition. Je suis venue à Mada en 98. Pourquoi Mada? Parce que je me suis dit bah tiens, déjà c'est peut-être plus simple, parce que à l'époque j'avais le boulot, mais à partir du moment où t'arrêtes le boulot, il faut payer le loyer et puis tout ce qui va avec. Et puis en fait j'avais juste de quoi payer mon billet pour rentrer à Mada. Et je me suis dit bon allez, vu que j'ai pas de thunes, c'est pas grave, je rentre à Mada, j'ai ma maison, au moins j'ai un toit, je dépends de personne, et puis j'ai besoin de manger, je vais marcher pour aller manger chez ma grand-mère. Voilà. Ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ton parcours, je pense qu'on peut dire que t'es quand même une serial entrepreneur. T'as eu aussi, même en 2006, t'as gagné d'ailleurs le trophée de jeune entrepreneur qui est décerné par la BNI. De l'extérieur, donc du coup, on voit évidemment donc une femme accomplie qui a réussi à faire de belles choses. Et du coup, moi je voulais savoir en fait, parce que tu vois, on a beaucoup, je pense aujourd'hui, surtout au travers des réseaux sociaux, tendance à idéaliser d'une certaine manière un peu, je pense, le métier d'entrepreneur, tu vois, genre où on dit que c'est forcément la voie à suivre, que c'est le goal ultime, tu vois, d'un point de vue professionnel et épanouissement professionnel. Est-ce que peut-être toi tu peux nous partager un petit peu justement ce que beaucoup de gens peut-être ne voient pas, ou en tout cas voient moins, ce qui est, on va dire, les difficultés, on va dire les challenges auxquels l'entrepreneur fait face. Si toi par exemple tu devais te rappeler d'un challenge, d'un défi en particulier que tu as vécu, ce serait quoi Un défi en particulier, enfin il faut que ça me vienne petit à petit, mais non, le métier d'entrepreneur, si on le prend en tant que métier, c'est pas du tout quelque chose d'évident. Toi-même, je pense que dans ton parcours aujourd'hui, étape par étape, tu vois et tu rencontres les difficultés. Les difficultés, les premières, c'est parfois on te dit est-ce que j'ai la bonne idée, c'est toujours t'as toujours un moment de doute, tu passes ton temps en fait à douter de toi-même et voir si tu as pris forcément les bonnes décisions et comment le mener, etc. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'humilité également, parce que c'est pas quelque chose de forcément évident. Tu peux avoir la bonne idée, mais ça veut pas dire que les personnes autour de toi le comprennent. Après, je crois aussi c'est un état d'esprit qu'on peut avoir. Dans le métier d'entrepreneur, je dirais, t'as beaucoup de management.
et on parle souvent de leadership. Et en fait, dans le management, c'est pas quelque chose qui est, je dirais, hiérarchiquement en dessous du leadership. C'est dans le management, tu as soit du leadership, soit tu as plus, je dirais, une orientation qui est plus axée sur, je dirais, le pilotage de ton projet. Et ça, c'est un mix des deux qu'il faut avoir. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément à l'école, en tout cas, je dirais, de ma génération, si je peux le dire comme ça. Il n'y a pas une école en disant, bah tiens, voilà, tu as des écoles de gestion, tu as des écoles, je dirais, de finance. Mais on t'apprend pas à être entrepreneur proprement dit. Oui, tu as des écoles de commerce, mais il y a des choses que tu apprends automatiquement sur le tas. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de remise en question également, parce que tu prends pas forcément les bonnes décisions. Et puis après, tu peux faire plein d'erreurs dans le management, plein d'erreurs je dirais, dans ce que tu fais, dans ta vision, dans ton orientation. Tu peux te planter, et ça te permet aussi de progresser en fait. Et je dirais encore une fois, c'est un état d'esprit, parce que c'est peut-être mon parcours qui m'a amené à me dire, à un moment donné, à chaque fois que tu te plantes, à chaque fois que tu n'es pas forcément dans une zone de confort, il faut le prendre comme une opportunité, pas comme une fatalité. Parce que sinon, tu déprimes, sinon t'avances pas. Et je dirais que j'ai peut-être un instinct survie qui a toujours été là, qui fait que je me dis, là je me plante, là je suis face à un mur, je vais le prendre comme une opportunité. C'est quelque chose de pas forcément facile, ni facile pas facile à faire, pas facile à voir non plus, mais je dirais c'est important pour pouvoir avancer. Avec l'expérience que tu as accumulée depuis et l'instinct que tu as pu développer, est-ce qu'aujourd'hui tu continues toujours à avoir ces phases de doute? Ah, mais tout le temps. Tout le temps, ouais. Tout le temps, parce que tu peux être en face, je dirais, d'une situation sur laquelle tu découvres quelque chose de nouveau ou t'as pas forcément anticipé. Et dans l'entrepreneuriat, si tu veux, c'est une des premières choses que tu dois forcément avoir comme qualité, c'est l'anticipation. Donc parfois tu peux aller trop vite, donc c'est pour ça que tu n'anticipes pas, parce que tu as envie de bien faire, tu as envie que les choses tu bordes de chaque côté, tu vois, c'est comme une route, tu bordes de chaque côté en me disant j'ai fait ça, maintenant je peux aller tout seul. Non, en fait, tu peux pas forcément dérouler le tapis comme toi t'en as envie, parce que tu as un environnement qui te le permet pas. Donc tu dois être dans l'anticipation et extrêmement être à l'écoute de ton environnement, dans le sens où c'est pas forcément un environnement qui soit favorable. C'est comme tu dis, la météo autour de toi, donc t'es obligé. T'es obligé de faire face à ça. Quand je le disais tout à l'heure, mais tu fais partie des lauréats donc du trophée de jeune entrepreneur de la BNI. Au moment où toi tu te vois décerner cette récompense-là, est-ce que toi tu sens qu'il y a un avant et un après, tu vois? Oui, oui, automatiquement. Il y a un avant et un après, parce que c'est à la fois une reconnaissance, je dirais, déjà du premier parcours, première étape que tu as menée. Donc c'est déjà, t'es content, tu dis, c'est génial, etc. Le après, oui, dans le sens où il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance, on va dire, dans le monde de l'entrepreneuriat, que tu existes, en fait. Ce qui est très important dans ce monde-là, c'est de faire partie du réseau. Donc, faire partie d'un réseau t'amène aussi à être, je dirais, à être reconnu, à être regardé de ce que tu fais, et ça te permet aussi d'avoir la confiance, je dirais, des autres, des futurs clients, des partenaires autour de toi. Et ça, c'est important. C'est un petit coup de pouce qui est vraiment non négligeable. Est-ce que si tu devais donner un conseil aux personnes qui soient jeunes ou moins jeunes, mais on va dire qui se lancent dans l'entrepreneuriat, bon, j'ose croire quand on se lance dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a comme cette idée de vouloir performer. Donc je pense que justement être lauréat, obtenir ce genre de récompense, je pense que c'est une manière symbolique de montrer
voilà, comme tu disais un peu aux yeux du monde, que voilà, aujourd'hui on a une place dans l'écosystème. Ce serait quoi ton meilleur conseil que tu puisses donner justement aux jeunes entrepreneurs, à ceux qui se lancent pour atteindre ce stade-là? Alors, atteindre ce stade ne veut pas dire que c'est une consécration. Ouais. Déjà, attention. C'est qu'une étape. C'est symbolique. Moi, je dirais que c'est là, au contraire, que tout le travail commence. Où, voilà, il y a une vision court terme, moyen, long terme. C'est énormément de boulot. C'est beaucoup d'écoute. Ça aussi, il faut l'apprendre. C'est pas forcément quelque chose qu'on apprend tous les jours. Et puis, encore une fois, je dirais, il y a un état d'esprit de l'entrepreneuriat. Je dirais, tout le monde ne peut pas être entrepreneur en tant que tel. Et c'est là-dessus, il faut faire attention. Ça, à l'époque, ou même aujourd'hui, ça peut être toujours mis comme si c'était un phénomène de mode, inconsciemment, en se disant, ah ben, je vais faire comme l'autre, il est entrepreneur, moi aussi je vais le faire. C'est pas donné à tout le monde. Et il faut vraiment, je dirais, peut-être savoir se remettre en question à un moment donné. J'ai essayé d'être dans le monde du travail. Je l'ai fait en France. Je l'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai fait le choix de rentrer à Mada. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. J'étais revenue dans le monde du travail. Et c'est là où j'ai compris, par exemple, je me dis non, je suis pas, c'est bon, j'ai donné. Ça fait 8 ans, voire 10 ans que j'ai donné pour travailler pour les autres. Je dis, je crois que c'est pas mon truc. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur vraiment l'entrepreneuriat et réfléchir sur voilà, quel projet, qu'est-ce que je pourrais faire. Je n'avais pas vraiment une idée bien précise au départ. C'est pas mal de réflexion et surtout de regard sur l'environnement, d'essayer de réfléchir sur l'opportunité. C'est pour ça que je dis, c'est pas forcément donné à tout le monde. Tu peux être un très très bon exécutant, tu peux être un très très bon manager, mais ça veut pas dire que tu seras forcément un bon entrepreneur. Et l'inverse aussi est valable. Donc, je dirais d'être aussi à l'écoute de soi-même. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait partie des ingrédients de ce pourquoi on est fait. Est-ce que tu penses que... C'est une question que je me suis posée. Est-ce que tu penses qu'il faut, justement, quand tu dis être à l'écoute de soi-même, est-ce qu'il faut donc du coup écouter son instinct? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, dans une société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui ont envie d'être très rationnels dans leurs pensées. Et du coup, l'instinct, c'est quelque chose, du coup, de pas très palpable, c'est quelque chose de relativement abstrait, donc du coup, à fuir parce que c'est basé sur rien. Alors que moi, je me dis au contraire que l'instinct, c'est quelque chose que... bon, je te laisse répondre d'abord, et puis après, non, en fait, j'ai pas du tout la même définition de l'instinct. Ok. L'instinct, pour moi, c'est pas quelque chose d'irrationnel. Au contraire. C'est quelque chose qui, je dirais, te fait remonter un certain nombre d'informations qui, je dirais, plus axées sur le retour d'expérience de tout ce que tu as vécu. Qui te fait comme une espèce de signal en disant, tiens, attention, ou tiens, voilà, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est très rationnel, l'instinct. Dans le sens où c'est, voilà, je répète peut-être, c'est l'addition de toutes les expériences que tu as eues, de tout ton vécu, qui te fait dire, regarde bien, tu l'as déjà vécu, il y a une petite voix qui te dit que, donc écoute ton instinct. Au contraire, justement, il faut le développer, en fait, donc il faut pas, Bien en fait, sûr. le fuir, mais plutôt Au contraire. Au contraire, parce que ça, c'est ton allié. C'est quelque chose qui va permettre de t'aider, justement, à prendre des bonnes décisions. Disons, est-ce que cette situation que je vis aujourd'hui, est-ce que je l'ai déjà vécue? Et en l'ayant vécue, qu'est-ce que j'avais fait à l'époque? Et est-ce que c'était des bonnes décisions? Ou au contraire, c'était pas des bonnes décisions? Donc, ça t'évite, en fait, de refaire les mêmes erreurs. Yes. Alors, là, on a un concept, si tu veux, qui s'appelle Fast Check. En fait, c'est hyper simple. Je te donne juste le choix entre deux choses. Je sais pas. Vas-y. Pommes de terre, carottes, par exemple. Tu me dis ce que tu préfères, tout simplement. Des fois, tu peux justifier, des fois, t'es pas obligé. D'accord. Ça dépend de toi. Ok.
Routine ou spontanéité? Spontanéité. Hillary Clinton ou Michelle Obama? Hillary. Intelligence artificielle ou intelligence émotionnelle? Émotionnel. Le réseau ou les compétences? Allez, les compétences. C'est pas évident parce que là, c'est aussi un équilibre des deux. Mais toi, tu penses que, est-ce que quelqu'un avec beaucoup de compétences et sans réseau peut réussir plus qu'une personne qui a un gros réseau et pas de compétences? Ça, si vraiment il fallait en prioriser un, tu vois. Écoute, ça dépend ce que tu fais. Tu peux très bien réussir en ayant les compétences, je dirais être complètement en phase, aligné par rapport à ce que tu fais, pas forcément en tant qu'entrepreneur bien entendu, et tu dis bah voilà, moi je suis comblé, je fais ce que j'ai envie, je fais ce que je veux et je vais bien et je n'ai pas besoin du réseau. Ok. De l'autre côté, tu peux dire bah très bien, dans ce que je fais, de ce que j'ai envie de développer, le réseau est important pour que je puisse voilà déployer, le montrer à tout le monde et créer ce réseau pour pouvoir me développer. Donc ça dépend vraiment, je dirais. Après, quand tu es dans le réseau, il faut aussi amener à ton bagage derrière, parce que si tu es dans le réseau que en fait t'amènes rien, bon bah très bien, voilà, tu fais ton réseau, tu fais du RP et puis ça s'arrête là. Tu vois, ça dépend vraiment de ce que tu veux emmener derrière. Ok. Alors, vacances au soleil ou retraite spirituelle? Vacances au soleil d'abord. Et pour finir, galerie d'art ou jardin public? Bon, la quoi? Galerie d'art ou jardin public? Bon, peut-être pas les jardins publics. Enfin, galerie d'art, j'aime bien. C'est pas mal. Ok. J'allais dire à Mada, on n'a pas trop de jardin public, peut-être, on va dire, sympa à voir, mais non, il faut reconnaître quand même en Buzzatoo. C'est peut-être pas mal. Oui, et puis la nature, sinon, ouais, c'est vrai. Tu sais où j'habite, donc. Oui, effectivement. Ouais, là-dessus, c'était pas à plaindre, j'avoue. C'est vraiment pas mal. Avant de se concentrer un peu plus sur ta personne, je voulais peut-être revenir un peu sur ce que tu disais. On parlait du trophée TGE de la BNI. Tu disais que c'était un palier. Oui. En parlant de palier, justement, c'est quoi le prochain palier pour toi? Là, aujourd'hui? D'un point de vue pro, ouais. Alors, c'est vrai que bon, je fais beaucoup de choses aujourd'hui. Ah oui. Le prochain palier, si tu veux, c'est vraiment essayer d'amener mon équipe à une forme de réussite, dans le sens où s'ils arrivent à atteindre chacun leur objectif, s'ils réussissent, c'est que voilà, quelque part j'ai apporté ma brique pour les amener à ça. Donc quel que soit le domaine dans lequel je suis. Que ça soit, je veux dire, donc chez Technet ou une autre société que je gère, que ça soit la CCFM, à la Chambre de commerce aussi, que ça soit à l'APM. En fait, la finalité est toujours la même. En fait, je me rends compte en discutant avec toi, la finalité reste comme toujours la même dans le sens où il y a toujours quelque chose que je fais en fait qui peut être un outil qui permet aux autres de progresser. Et donc, dans le progrès, c'est d'amener, que ce soit eux-mêmes ou leur entreprise, à réussir, à avancer, à se développer. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'une des raisons pour laquelle j'ai accepté pour la Chambre de commerce, parce que c'est un très bel outil qui amène, on va dire, l'idée, c'est d'amener, les PME, aujourd'hui à Madagascar à progresser à travers aussi les grandes entreprises, et la Chambre de commerce est un bel outil pour ça. Est-ce qu'il y a du vrai business qui se fait, je veux dire, grâce à CCFM justement derrière? Bien sûr. Ouais. Je dirais, quand on parlait de réseau tout à l'heure, un des premiers réseaux dans lequel je suis rentrée, c'était la Chambre de commerce. Pourquoi la Chambre de commerce? Parce que j'ai pas pu rentrer à l'époque au GEM. Peut-être parce que trop petite. On m'a pas donné cette place-là au tout début. Donc la Chambre de commerce, et la Chambre de commerce m'a vraiment permis en fait de grandir, de mûrir à travers ce réseau, à travers les personnes que j'ai côtoyées, qui m'ont apporté leurs conseils, qui m'ont coaché,
et qui m'ont permis, voilà, entre le trophée à l'époque en 2006, plus tout le reste, oui, ça m'a permis vraiment de grandir. En parlant justement de coaching, est-ce que toi, dans ton parcours ou même actuellement, est-ce que tu as une personne que tu considères comme un mentor? Pas vraiment. Pas vraiment, non. J'essaie de tirer profit, je dirais, de l'expérience aussi des autres et des partages qu'on peut avoir. Ok. Moi, je veux savoir, aujourd'hui, avec toute cette expérience accumulée, c'est quoi pour toi les principes ou les valeurs qui te guident en fait dans ta vie de tous les jours? Et est-ce que ces derniers ont évolué avec le temps ou est-ce qu'ils ont toujours été les mêmes? Alors, sur certains, je pense que ça a toujours été le même. Parmi les valeurs, je l'ai dit au tout début, c'est l'indépendance. C'est quelque chose qui est vraiment très très ancré en moi. Il y a la partie aussi l'intégrité. J'essaie vraiment d'être alignée, par rapport par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je peux partager ou l'image qui peut émaner de ce que je fais, de moi-même, et également le respect. Donc ça a plus ou moins évolué, mais je dirais qu'on revient toujours par rapport à ça. Alors là, on en parlait un tout petit peu off record avant qu'on commence, mais je voulais en discuter. Donc aujourd'hui, t'es mère de 3 enfants. Ouais. Quand on a passé autant de temps et qu'on a mis autant d'efforts et d'intellect dans ces entreprises, est-ce qu'on a quand même un souhait au fond de voir un de ses enfants reprendre la barque un jour? Alors ça, c'est le fantasme de beaucoup d'entrepreneurs. Et je dirais que moi, je me suis pas posé la question réellement, me disant il faut que ceci ou cela. Je dirais qu'ils ont leur voix. Et je me suis pas du tout imposé ça et je leur impose pas ça. Une entreprise, oui, au départ, on dit c'est son bébé. Mais c'est comme ses enfants, quelque part, en fait, l'entreprise ou son enfant ou son bébé, en fait, ils nous appartiennent pas. L'entreprise appartient avant tout à toute son équipe qui ont forgé, qui ont œuvré pour arriver à un certain stade. Si plus tard quelqu'un continue à œuvrer dans l'objectif, dans la vision de l'entreprise, c'est génial. Mais je dirais que j'ai pas créé mon entreprise pour que ça soit forcément il y a un truc tracé où ça doit être héréditaire. Ok. Parmi les 3 enfants, il y en a qui sont peut-être dans une voie plus entrepreneuriale. Peut-être que elle dira tiens, ça m'intéresse. Si ça l'intéresse, pourquoi pas. C'est à elle de voir si elle peut s'épanouir dedans et qu'elle a envie d'y aller. Les autres, il a un métier qui est plus, je veux dire, orienté totalement aussi, pourquoi pas l'entrepreneuriat, mais rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis, je dirais la dernière, je ne sais pas encore si elle a demain matin une voie qui est sur l'entrepreneuriat. Aucune idée. Mais non, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Qui sait, peut-être que, je sais pas, dans 5 ans, ou dans 6 ans, ou peut-être demain, j'en sais rien, peut-être que je vais me dire, tiens, je vais vendre Technet, et puis basta, et puis j'irai au soleil. C'est là où j'allais avec, justement, j'irai au soleil, ou j'irai, justement, c'est me poser quelque part, j'en sais rien, tu vois, on verra. Mais est-ce que du coup, toi, tu penses que, quand tu dis on verra, est-ce que, parce que t'es dans une approche, on vit au jour le jour, mais du coup, je pense que t'en es pas arrivé là où tu en es aujourd'hui, parce que sans avoir une certaine vision, je pense, au moins sur le moyen terme. Mais si ça devait arriver que un jour, dans des conditions que tu sembles être correctes, du coup, tu sois amené par exemple, à vendre Technet, est-ce que toi, tu te verrais bien relancer quelque chose d'autre, ou est-ce que justement, tu voudrais être sous les cocotiers, au bord de la mer? Oui, relancer quelque chose d'autre. J'ai pas que Technet en termes d'entreprise. J'ai 2 autres entreprises à côté sur lesquelles
Il y en a une qui mérite d'être beaucoup plus développée, qui tourne petit à petit, et puis une autre qui je dirais, qui fait que la boucle serait bouclée, dans le sens où je reviendrai à mes premières inspirations qui étaient plus quelque chose qui tourne vers la terre. Ok. Voilà, donc voilà, je pense que ce dernier-là, je dirais, c'est quelque chose qui... je le ferais plus comme quelque chose où il y aurait moins de stress, moins de contraintes, mais plus comme je dirais pas une passion, mais comme quelque chose qui me ferait plaisir et qui me ferait épanouir autrement. Ouais, où tu trouves vraiment du sens. Voilà, peut-être un peu plus de sens, où ça serait un peu plus tranquille. Ok. Voilà. Après, c'est pas dans un objectif forcément en disant ouais, il faut que ça soit rentable. Voilà, il y a un minima bien entendu à avoir, mais l'idée c'est pas de devenir multimillionnaire. Franchement, non quoi. Et toi justement, est-ce que par exemple aujourd'hui dans les objectifs que tu te fixes, par exemple, est-ce que tu te dis par exemple, je sais pas, avant que j'ai 70 ans, vraiment j'ai n'importe quoi, j'aimerais avoir ça et tant de choses. Tu vois, est-ce que pour toi, je veux dire, le côté parce que bon, je pense que c'est tout à fait normal, je pense dans la vie de se mettre des objectifs financiers. Je pense qu'on cherche tous d'une certaine manière être libre, avoir cette liberté financière, comme on appelle. Est-ce que toi aujourd'hui, tu as toujours ces objectifs-là? Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites encore acquérir, par exemple? J'en sais rien, tu dis, moi j'ai envie d'avoir une maison sur une colline au fin fond du Canada, par exemple, tu vois. Est-ce que ce serait t'as des choses comme ça Oui, dans le sens où un des premiers objectifs, quand je suis rentrée, je me disais, en fait, c'est un aspect, je dirais peut-être, c'est psychologique, sécurité. J'ai peut-être des tocs aussi, comme n'importe quel entrepreneur, je sais pas. C'est avoir ma maison. Voilà, ça c'est un objectif que j'ai. Il faut que je m'y attelle, dans le sens où mon timing, mon planning, mon agenda ne me l'a pas permis, et puis financièrement ça, je pouvais pas non plus. Et donc ça fait partie de mes objectifs. Où, quand, où, quoi, comment, etc. Bon, je suis encore en train de réfléchir. Mais ça fait vraiment partie de mes objectifs aujourd'hui. Après, oui, je reviens toujours sur l'indépendance. L'indépendance financière, pour moi, est évidemment importante. Donc, à un moment donné, j'arrêterai certainement de travailler, mais que je ne sois pas dépendante et à me casser la tête en me disant bon, comment je vais faire pour aller là ou pour me déplacer ou pour subvenir aux besoins, aux minima. Tu vois, c'est oui, bien sûr. Moins minimum de confort. Oui, c'est aussi important. Ouais, je pense un des trucs qui est je pense auquel tout le monde aspire, c'est par exemple, tu vois, aller faire ses courses et ne plus avoir à compter. Par exemple, quand tu prends un truc dans les rayons, tu vois, et tu te dis attends, c'est quoi là déjà là? Ok, puis tu vois. Mais c'est vrai qu'arriver à ce stade-là, ouais, ça, je pense que c'est quand tu revois tout ton parcours, en fait, depuis que je suis dans le monde professionnel, et que tu prends des décisions, tu te dis, j'ai tant de budget par jour. À l'époque, je me souviens, j'avais, avant que je rentre à Mada, j'avais 10 francs, donc on n'était pas encore en euros, j'avais 10 francs pour manger tous les jours. Je comptais les 10 francs et je faisais mon menu en fonction. Donc, je sais ce que c'est et je sais comment m'organiser. Et je me suis dit, si je veux être autonome et si je veux travailler, etc., je sais exactement d'où je suis partie et qu'est-ce que je veux aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant que tu partages ça, parce que ça permet aux gens de voir en fait que il y a quand même tout un parcours derrière qui est parfois difficile, par lequel tu es passé. Je pense que les gens aujourd'hui, quand ils te voient, forcément, ils voient la réussite, ils voient que tu es président de plusieurs associations, tout ça, ils disent « Ah purée, elle, ça va, ça y est, et tout ». Mais ouais, je pense que c'est important de le dire que toi aussi, t'es passé par tes épreuves et que t'as pas eu de tu passes get rich quick, quoi, oui, tu vois. Voilà, tu passes par les étapes et effectivement, autour de toi, tu prends ce qui est à prendre.
Il y a beaucoup de résilience aussi là-dedans. Quand je t'ai dit tout à l'heure, je profite d'une certaine manière d'une contrainte de ne pas être dans une zone de confort pour que ça soit une opportunité. Ça te permet aussi de faire des choix. Et puis encore une fois, tu vois, quand je te disais, quand je voulais faire quelque chose, il fallait que je trouve toujours un moyen par moi-même de le faire. Pas forcément dépendre des uns et des autres. Si on te le donne, c'est super, c'est génial, mais la finalité n'est pas là. Peut-être une anecdote, je dirais, qui serait aussi marrante, c'est que moi j'ai quitté Mada, j'avais 9 ans et demi. Pour moi déjà ça c'était aussi une opportunité et d'ailleurs c'était je dirais aussi une chance et un conseil qui avait été donné à l'époque par ton grand-père. Puisque le pays était quand même dans une situation difficile dans les années 80 et dans le conseil familial c'était quelque chose aussi d'important. Et j'ai eu cette chance de pouvoir partir, de pouvoir grandir aussi en France, de voir une autre horizon et de forger aussi un caractère. Mais avant ça, en ayant été à l'école ici et en ayant grandi dans une cité, ça te forge aussi un certain caractère, je dirais. Et là, je crois que mon autonomie est déjà aussi, s'est déjà beaucoup développée à l'époque parce que j'avais besoin de faire un certain nombre de choses avec mes amis et j'avais pas les moyens. Et ce que j'ai fait, je me souviens, c'est que je vendais des clarinettes que je fabriquais à la maison. Arrête, sérieux? Oui. Ah ouais. Je vendais des clarinettes parce que à la fin de la journée, pour le goûter, on voulait s'acheter des masquites, des bombadils, ou on va dire toutes les cochonneries qu'on peut trouver dans le quartier avec les petits marchands, les pectos, etc. Et donc j'avais pas l'argent forcément. Et le seul moyen que j'avais trouvé, je dis tiens, on a un congélateur à la maison, avec les pots de yaourt, je vais fabriquer des clarinettes que je vais vendre. Et c'est comme ça que je me faisais des arrière-roues, arrière-raies. Ah ouais, c'est un truc de ouf quand même. Ah oui, bon. En fait, toi, t'es déjà businesswoman à l'époque déjà, t'avais déjà... C'est un peu ça. Ok. Waouh, ok, et donc, je faisais mon petit pactole pour s'acheter les goûters, les ménaqués, à la fin de la journée, avec les copines. Waouh. Voilà, on faisait ça. Aujourd'hui, tu vends du gros matériel informatique et autres. Incroyable, incroyable. Et justement, d'ailleurs, en parlant d'informatique, parce que TechNet, c'est une entreprise qui évolue dans ce monde-là, dans le monde du numérique et tout. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'il faut pour que Madagascar puisse pleinement profiter de ce secteur-là, vraiment pour connaître on va dire un développement encore plus important? Déjà, le monde de la digitalisation est quelque chose je dirais, d'important. Et Mada aujourd'hui, je pense, accuse quand même un certain retard parce qu'on n'a pas assez de ressources au niveau des écoles, justement pour former à la fois donc des ingénieurs, des techniciens. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il y a un renforcement de capacité qui est très important déjà au niveau des collèges, au niveau des petites écoles. Ça fait 25 ans quasiment que je suis rentrée à Mada. Et je dirais, quand on voit le capital humain qu'on a aujourd'hui, avec 85% de la population qui a moins de 25 ans, toutes ces personnes-là, demain matin, il faut les absorber dans l'éducation. Et l'avenir, pourtant, pour qu'on soit vraiment au taquet et qu'on puisse être dans un processus de développement, ça doit partir par l'éducation, et par la formation, que ce soit la formation technique ou la formation... quand j'appelle formation technique, c'est plutôt la formation qu'on peut déjà démarrer donc dans les métiers qu'on peut déjà démarrer au moment du collège pour certains profils, comme après des formations un peu plus universitaires pour des postes un peu plus importants. Donc, pour que Mada puisse vraiment se développer, il faut, je dirais, vraiment commencer par la racine. Et là-dessus, il y a un vrai challenge à avoir pour qu'on puisse être au rendez-vous
Aujourd'hui, hein, t'as dû voir, parce que j'ai partagé également sur LinkedIn, il y a eu notamment dernièrement un public reportage sur l'IA à Madagascar, comme quoi Madagascar est déjà un peu dans le pipe. Oui et non. Oui, parce que on s'y intéresse et que ça fait partie quand même des choses sur lesquelles les entrepreneurs doivent s'y intéresser, parce que ça fait partie vraiment d'un élément dans une chaîne de valeur qu'on doit mettre en place dans nos entreprises. Néanmoins, il y a le travers de ça, à savoir, tu as des compétences, mais qui sont pas valorisées correctement, qui sont pas protégées, et on peut être très vite happé par des besoins, je dirais, du monde occidental, qui va aussi extrêmement vite, et sur lequel en fait on va se ramasser que des métiers qui ne sont pas valorisants et qui au contraire vont faire plus de mal à notre population. Donc tu disais que c'est vrai que c'est un défi, l'éducation. Ça représente du coup, pour ceux qui ont l'esprit entrepreneurial, une opportunité. T'as pas pensé avec ta TechNet éventuellement un jour d'ouvrir une branche, tu vois? Alors je sais par contre, vous faites déjà des formations certifiantes. Oui. Parce que c'est un domaine dans lequel toi t'as envie de pousser un petit peu plus pour justement essayer de contribuer à absorber tous ces jeunes en fait qui, je pense, ne demandent qu'à être je sais pas c'est quoi la bonne manière de le dire, d'être accompagnés, on va dire, justement, et d'être formés sur les métiers de demain. Ce qui est génial déjà ici, c'est que tu as beaucoup de personnes qui sont dans le mode qui ont besoin d'apprendre et qui ont envie d'apprendre. Et ça, déjà, ça fait plaisir. Ça montre à quel point il y a quelque chose qu'il faut amener. Il y a une valeur ajoutée sur lequel qui peut vraiment être absorbé ici, parce qu'il y a soif d'apprendre. Dans l'activité notamment de TechNet Group, oui, on a TechNet Formation qu'on a développé depuis très longtemps aujourd'hui, qu'on va continuer à développer. On n'a pas une vocation, je dirais, de toucher le très jeune public. Combien même on fait quelques formations qui sont plus à titre d'information, notamment sur la cybersécurité par exemple. Mais on veut toucher plus, je dirais, le côté professionnel pour pouvoir mieux les accompagner, parce que ça rentre automatiquement dans une complémentarité par rapport à ce que TechNet déploie dans son cœur d'activité. Okay. Voilà. Maintenant, je voudrais revenir sur une deuxième chose que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais de les métiers à forte valeur et tout ça. Est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne chose que Madagascar se positionne en tant que endroit phare pour sous-traiter ou externaliser du coup en fait les métiers du numérique? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, ou qu'il faudrait se positionner autrement? C'est à la fois une bonne chose parce que ça amène de l'emploi. Néanmoins, comme toute chose, il faut un cadrage, il faut encadrer tout ça. Il faut encadrer, ça touche à la fois les lois sociales, ça touche donc les lois du travail, enfin tout ce qui est autour du travail, ça touche l'éducation, la formation, ça touche ça touche un certain nombre de volets. Si je rebondis par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure en disant il y a le revers de la médaille, il faut faire très attention à ce qu'on ne devienne pas, je dirais, le mot est peut-être fort, la poubelle des problématiques qu'il y a en Occident. Il y a pas mal de boîtes aujourd'hui, au départ ce sont des opportunités, où il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui se retrouvent être des modérateurs, mais en fait qui sont pas du tout cadrés ou encadrés psychologiquement, et qui peuvent, on va dire, les amener à une dérive émotionnelle, psychologique plus grave. Et c'est ça sur lequel je me dis, il faut faire attention. Chaque opportunité peut avoir aussi son retour de médaille qui soit pas forcément très positif. Donc c'est là où c'est important que la loi est là, tout le point de vue légal est là pour protéger justement ça. Après, ce sont des métiers de service.
Ce sont pas des métiers qui ont une forte valeur ajoutée en tant que telle. Quand je parle de valeur ajoutée, c'est par rapport au pays. Donc, ce qui veut dire aussi qu'à côté de ça, il faut aussi développer d'autres métiers qui soient orientés sur l'industrie, orientés sur le secteur de l'agribusiness notamment, pour apporter plus de valeur ajoutée à Madagascar et utiliser le monde, je dirais, de l'informatique, des nouvelles technologies, pas comme une finalité, juste un métier de service, mais comme une opportunité pour être un outil pour pouvoir développer les autres métiers qui soient axés sur le secteur primaire ou ce secteur de secondaire. Okay. Donc trouver un équilibre là-dedans et avoir ça comme un outil. Toi d'ailleurs tu présides la commission justement des entrepreneurs à PME au GEM. De ce que toi tu vois, grâce aux rencontres que tu fais, notamment à travers de cette fonction, c'est quoi selon toi aujourd'hui les gros blocages en fait que justement ont les entrepreneurs et les PME pour pouvoir, tu vois, grandir et scaler, on va dire, aujourd'hui? Alors, déjà, je dirais peut-être entre mon expérience il y a 25 ans et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Les choses positives, c'est que l'attrait à l'entrepreneuriat s'est énormément développé et tu as énormément de jeunes, donc jeunes malgaches qui sont sur place au pays ou ceux qui sont à l'extérieur, qui ont des multitudes d'idées innovantes pour pouvoir apporter leurs briques au pays. Et ça, c'est vraiment génial. C'est génial parce que tu as une pépinière, mais extraordinaire. Maintenant, la problématique commune, je dirais, ou les problématiques communes que toutes ces entrepreneurs ont, c'est beaucoup plus l'environnement. L'environnement qui n'est pas du tout évident. Un environnement, je veux dire, lié à l'énergie. Je pense que tout le monde le vit aujourd'hui, que ce soit jeune entrepreneur ou bien installé. Tout ce qui est lié au transport. Moi, je dirais, à l'époque où j'ai développé mon entreprise, on avait la possibilité, dans la journée même, de prendre un avion de matin, faire une visite à Tamatave et rentrer le soir ou le lendemain matin. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc ça engendre des coûts énormes, en fait, de logistique, comme l'énergie, je viens de le dire. Et puis, un environnement lié, je dirais, à l'aspect sécuritaire, en termes de tout ce qui peut être lié à la justice, à la propriété, au niveau foncier. Il y a beaucoup de sujets qui sont là, qui sont en face de nous, en fait, en disant, est-ce que par exemple, si je viens de la diaspora, est-ce que ce que va m'être présenté en face, et si je fais le parallèle de ce que j'ai aujourd'hui, quels sont les avantages et les inconvénients? Est-ce que je suis prêt à amener toute ma famille à Madagascar, tout en sachant que le volet santé non plus n'est pas forcément au rendez-vous. Donc c'est un environnement qui n'est pas du tout facile, je dirais presque plus difficile qu'il y a un certain nombre d'années, malheureusement, et sur lequel, il faut pas non plus en faire un frein, dans le sens où je dis, encore une fois, et je reviens en disant, il y a une zone d'inconfort qui est extrêmement forte, comment le travailler, comment le contourner pour faire mieux. Et je dirais, dans cette zone d'inconfort, il y a peut-être aussi une opportunité à voir. L'énergie aujourd'hui, tu as plein d'entrepreneurs qui se développent dans tout ce qui est solaire, par exemple. Dans la santé, je pense qu'il y a plein de choses à faire, et ainsi de suite. On a parlé du GEM, de CCIFM, je voulais quand même parler aussi d'APM, que je connais un petit peu moins. Du coup, est-ce que peut-être tu peux nous dire un petit peu c'est quoi les objectifs derrière et quelles sont les activités du coup que vous mettez en place? Mais alors l'APM, j'ai découvert l'APM complètement par hasard il y a 8 ans. Donc en fait, c'est une association qui regroupe aujourd'hui 9000 adhérents dans le monde, qui existe depuis près de 30 ans, qui a été créée par Pierre Belon, qui est fondateur de Sodexo. Et comme on peut voir en fait chez chaque entrepreneur, ou ceux qui ont cette fibre entrepreneuriale et qui l'ont développée, à travers leur entreprise, à un moment donné, on vit tous la même solitude dans ces problèmes. L'entrepreneur, le patron, il est
dans ses problèmes, il est en fait extrêmement seul. Là où il doit prendre ses décisions seul, combien même il y a une équipe, combien même tu as des conseillers. Finalement, la décision, elle t'appartient. Donc c'est cette solitude-là, en fait, qui a été mis en réflexion, je dirais, par Pierre Belon, qui l'a partagé avec ses amis entrepreneurs. Et c'est à travers ça qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pourquoi ne pas se réunir et trouver, je dirais, un échappatoire qui peut faire un lien avec la vie entrepreneuriale. Et c'est comme ça qu'ils ont monté donc l'APM, qui est l'association pour le progrès du manager, qui va réunir les entrepreneurs avec un expert dans un domaine qui va toucher soit le management, soit l'environnement, donc tout ce qui est géopolitique, soit plutôt un domaine beaucoup plus technique. Et donc chaque mois, on a un rendez-vous avec un expert, donc ça peut être un comédien, un metteur en scène, quelqu'un de connu en général en fait. Ça peut être un astronaute, donc on a eu à l'époque, il y a 2-3 ans, on a eu par exemple Michel Tonini qui était venu, qui était le premier astronaute français, qui était venu à Madagascar pour partager son métier, son parcours. Et là, c'était totalement axé sur le management. C'est lui-même d'ailleurs qui a recruté Thomas Pesquet et il nous a donné des clés sur le recrutement, dire comment ça doit se faire, le recrutement, et comment dans son équipe, quels sont les profils qu'il faut avoir pour trouver une complémentarité. Ça peut être le commandant de la patrouille de France, qu'on voit, Patrick Duttard, qu'on voit régulièrement sur LCI, qui commente notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça peut être un médaillé olympique. Ça peut être tout type de personnes. Comme là, tu as vu dernièrement, puisque j'ai mis en place, on va dire, un programme avec la CCFM, autant à l'APM, autant à la CCFM, autant réunir, je dirais, les deux. Et on a commencé notamment un programme, je dirais, un rendez-vous chaque mois, où l'expert APM qui vient à Madagascar va aussi pouvoir intervenir à travers un club affaires à l'APM sur, par exemple, sur 1 heure. Et autour de ça, il y aura tout un réseautage, à la fois de découverte de l'APM et aussi de découverte de la CCFM. Dernièrement, on avait commencé pour innover un peu par la soirée cigare avec Francis Perrin, qui est un expert, en fait, directeur de recherche à l'INRI, qui est un expert en géopolitique, tout ce qui est autour du pétrole. Super. Et je tiens à préciser que c'est ouvert au grand public, du coup. Quand on fait ces rendez-vous APM, CCFM, c'est ouvert au grand public, donc on diffuse la communication sur les réseaux. Pour ceux qui sont intéressés, ça nous permet de faire découvrir la CCFM autour de ses services et à la fois aussi à l'APM, parce que ce rendez-vous-là aussi est important en fait pour les entrepreneurs. Il y a le côté géopolitique, on est dans quel environnement, on est peut-être à Madagascar, mais il y a des choses qui sont totalement en interaction par rapport à ce qu'on peut vivre à Mada, le prix du pétrole, par exemple, une guerre par-ci ou par-là, comment ça peut avoir un impact sur Mada. Et ça peut être aussi, je dirais, le troisième volet, c'est le développement personnel. Donc, on a aussi des sessions qui sont axées sur le développement personnel. Donc, on peut avoir, par exemple, on a eu Laurence de la Ferrière c'est la seule femme qui a traversé l'Arctique, le seul être humain d'ailleurs, et elle vient te partager en fait tout son parcours de résilience, de comment chaque étape de cette aventure qu'elle a menée, de chaque doute qu'elle a mené, comment elle est ressortie grandie de ça. C'est un truc de ouf. Ok, super intéressant, franchement, ok. On t'invitera. Ah écoute, merci. Alors, on arrive sur la fin de notre discussion, mais j'aurais encore 2-3 questions. La première, ce serait, est-ce que tu peux donner des conseils pratiques à tous ceux, en fait, qui ont du mal aujourd'hui à réseauter? Je m'explique. Je dis ça parce que généralement, par exemple, quand il y a un événement, on voit peut-être sur les réseaux, il y a tel événement qui se passe. On se pose souvent la question, ok, je vais venir, je connais personne,
parce que peut-être que la personne fait à la base pas partie de l'écosystème en question. Et donc une fois qu'on est sur place, bah comment on fait pour ne pas juste en fait rester dans son coin et puis venir, la conférence est finie, il y a un cocktail après, mais je me barre avant le cocktail en fait pour éviter d'avoir ce moment gênant où je suis tout seul et je sais pas trop quoi faire. Alors, comment te dire? Alors, j'allais te poser la même question. Comment on fait? Écoute. Non, ça c'est très fort ce qu'elle vient de faire là. Moi, j'ai peut-être un élément de réponse, en tout cas, je pense, c'est que il faut se dire que je pense, dans les événements comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que nous. Donc, je pense qu'il faut pas se dire qu'en fait, qu'on est les seuls. Et que, en fait, il y a aussi d'autres gens qui attendent, en fait, qu'on les approche tout simplement. Ouais. Et que voilà. Donc, moi, je pense, c'est mon élément de réponse. Déjà, c'est pour, on va dire, essayer de s'enlever une pression, de se dire que je suis le seul à me sentir comme ça. Après, pour le reste, je te laisse apporter ta lumière sur... Sérieusement, je n'ai pas vraiment de conseils. Ça, c'est vraiment... Je dirais, dans la vie d'entrepreneuriat que je mène aujourd'hui, je dirais que ça fait partie vraiment de ma zone d'inconfort. Ah ouais, quand même. Malgré tout. Ah non, mais totalement, parce que je partout, déteste toi. ça. Ah ouais, ok, d'accord. Je déteste ça. Dans le sens où, bah oui, tu as évoqué toutes les problématiques qui peut te traverser dans l'esprit. Ça, c'est en fonction, je dirais, vraiment du développement du confiance que tu peux avoir en toi-même. Ça, c'est aussi ton apprentissage, je dirais. Tu peux être coaché, tu peux être accompagné, tu peux être conseillé, mais la confiance en soi, c'est pas quelque chose de forcément inné. Et même, je peux peut-être totalement perdre confiance en moi, si tu veux, à n'importe quel moment. Et je dirais que c'est un apprentissage. C'est-à-dire que plus tu le fais, plus tu t'affûtes, plus tu t'améliores. Mais l'idée de se sentir parfois la plante verte au milieu de tout le monde et tu sais pas à qui parler, tu as l'impression que chaque mot que tu vas sortir, c'est une bêtise, et ainsi de suite. Bah oui, c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent et j'apprends, comme tout le monde, je dirais, peut-être à faire de mon mieux là-dessus. Mais c'est pas évident. Donc oui, il faut être dans les réseaux, il faut faire le pas. Après, je n'ai pas forcément de tactique. Je dirais c'est au feeling. La plupart du temps, je demande à être accompagnée, ça me met un peu plus à l'aise. Mais que d'être seule. Donc déjà, tu t'enlèves une autre pression. Ouais. Voilà, donc tu essaies de trouver en fait une manière de dire bon, comment je fais pour être un peu plus à l'aise par rapport à cette situation. Si tu arrives à trouver la solution, bah tu essaies déjà. Voilà, tu t'aides en fait de petits trucs. Mais c'est pas c'est un apprentissage tous les jours, donc c'est pas forcément ça dépend vraiment du caractère. Mais j'aime beaucoup ton retour parce qu'en fait tu vois, ça permet de se dire à tous ceux qui vont nous écouter ou nous regarder en fait de se dire parce que toi voilà t'es quand même membre de plusieurs réseaux, enfin tu présides plusieurs réseaux, t'as déjà ta boîte qui est connue et reconnue, et malgré tout en fait tu nous as pas vendu du rêve en disant que toi, du coup, c'est un truc que tu kiffes grave et que donc, voilà, et tout, tu vois. Non, tu nous as pas vendu du BS, du coup, mais, et ça, je pense que c'est grave bien, et du coup, je pense que ça va encourager, je pense aussi, ceux qui nous regardent à se dire que même si toi, aujourd'hui, avec tout ce que tu accomplis, avec la femme que tu es aujourd'hui, tu as encore, ce sentiment parfois, de pas être forcément 100% à l'aise dans ce genre de situation. Je pense que ça encouragera d'autres à non, il y a pas de superwoman. Non, on reste avant tout, je dirais, humain, et il faut rester dans la spontanéité. Je pense que l'idée là où il faut faire très attention, je dirais, quand on est entrepreneur, ou peu importe, dans la vie de tous les jours, c'est éviter de se déguiser.
les personnes qui se déguisent à un moment donné, je veux dire, il y a un retour de bâton. Donc non, il faut avant tout rester soi-même. Voilà, et puis on grandit tous les jours, on apprend tous les jours. Et on n'est pas forcément dans une situation où on est tout le temps au taquet ou tout le temps parfait. Non, au contraire. Il y a toujours aussi des moments de doute. Une des dernières questions en fait que je voulais te poser, c'était ton rapport à la spiritualité. Peu importe après ce que comment toi tu le perçois, mais est-ce que toi c'est quelque chose qui a une place dans ta vie ou pas du tout Alors déjà, est-ce que je suis croyante? Oui. Oui, ok. Non, mais justement, je pense, par rapport à ça, je pense chacun a sa manière de. Oui, maintenant je vis ma spiritualité, je veux dire, à ma manière. Voilà, je suis pas du genre à me lever et me forcer tous les dimanches à aller à l'église, pas du tout. Si je me sens l'envie d'y aller à un moment donné ou un autre, ça me pose aucun problème, je peux le faire. Mais je vis ma spiritualité, je dirais, à moi, à ma manière, tous les jours, suivant ma conception de ce que c'est. Pas forcément, si tu veux, dans une lecture littérale ou avec une première couche de ce qu'on peut lire, voilà, dans ce qu'on t'apprend quand tu es... Par exemple, quand tu es au collège, enfin, moi, je suis issue du collège Saint-Antoine et on avait, je crois qu'une heure de catéchisme tous les matins. Donc voilà, donc tu vois, j'ai bien été imprégnée là-dedans, mais à un moment donné, voilà, quand tu sors de l'enfance ou t'as tu peux avoir développé une autre approche à travers aussi plusieurs ouvrages ou plusieurs littératures que tu lis, plusieurs comparatifs que j'ai pu lire dans certains bouquins par rapport à toutes les religions, toutes les spiritualités, où tu peux trouver des similitudes, comme tu peux tu dire tiens, oui, ça a du sens, etc. Donc je le vis plus comme ça. Ok. Alors, dernière question. Il y a beaucoup de dernières questions. Oui, non, là c'est la vraie, là c'est réel. Là. Qu'est-ce que le jour venu, tu seras donc sur ce qu'on appelle ton lit de mort du coup. Je ne souhaite pas que ce soit rapide, bien sûr tout ça, mais le moment venu, qu'est-ce que tu aimerais te dire par rapport à la vie que tu auras vécue? Qu'est-ce que j'aimerais qu'est-ce que j'aurais écoute, si j'avais réussi à faire, je dirais, progresser, les personnes qui étaient autour de moi, qui m'ont accompagnée, que ce soit mes enfants, donc progresser aussi, les amener à un certain épanouissement, ça sera déjà ça de fait. Voilà, rien de... Ok. Principalement orienté sur les enfants, du coup. Mes enfants et puis ce qu'il y a autour de moi. Je vais dire, toutes les personnes, l'équipe que je côtoie, dans tout ce que je fais aujourd'hui. On est dans un monde qui évolue extrêmement vite, qui n'est pas forcément facile. Tu te dis, de toute façon, tu es de passage. Tu sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Dans ce que tu fais, si tu as pu faire quelque chose de bien, amener les choses dans la bienveillance, et c'est déjà ça. Super. Que ce soit dans ta famille, tes amis, dans ton entourage, je dirais, ça serait déjà ça. Après, on peut aller très loin, philosopher, tout ça, mais non. Voilà, c'est essentiellement là. Écoute, merci Joanne de t'être prêtée au jeu. Merci pour tes différents partages et on te souhaite beaucoup de réussite aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Pour toi aussi. Merci à toi, Axel, en tout cas. En tout cas, c'est pas, tu vois, j'étais pas forcément venue à l'aise, comme tu peux l'imaginer. Elle me l'a dit avant, l'enregistrement. Je trouve que c'est sympa et en tout cas, je te souhaite aussi beaucoup de réussite et en tout cas, je dirais que le partage que tu permets à toutes les personnes qui empruntent ce fauteuil, je pense qu'il y a pas mal de choses, à prendre et
ça ne peut être que source de progrès, autant pour toi que pour les gens à qui tu fais vivre. Voilà, Tout à fait, c'est cette l'idée. expérience. Merci. Voilà.